Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de cette matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios indépendantes sur tout le territoire français qui sont nos partenaires, les télés locales de France et avec TV5 Monde. Aujourd'hui, l'invité politique en direct sur ce plateau, c'est Olivia Grégoire. Bonjour, vous êtes députée de La République En Marche de Paris et vous vous êtes levé tôt et vous avez dormi peu pour être présent sur ce plateau. Plaisir de vous voir ce matin. Début d'année, on est censé être en forme quand même. Pour vous interroger ce matin, à mes côtés, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane, spécialiste politique. Et Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant, régulière dans cette matinale d'infos. Merci Zoé. On passe tout de suite, Olivia Grégoire, à l'actualité la plus chaude. Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui à Calais. C'est un déplacement symbolique où les élus et les associations ont raison d'attendre beaucoup, trop. D'attendre de voir le président et d'échanger avec lui, au-delà de ce que fait déjà Édouard Philippe et le gouvernement, je ne pense pas qu'elles attendent trop, je pense que le dialogue est important, je pense que c'est partie prenante de la méthode. On a un président qui ne se cache pas, on a un président qui va sur le terrain. Vous le savez, il y a un projet de loi qui va arriver, c'est un sujet sur lequel l'ensemble du gouvernement, mais aussi le mouvement En Marche s'exprime depuis plusieurs semaines, depuis le mois de décembre, depuis la circulaire avec le ministre de l'Intérieur. C'est un sujet épineux, c'est un sujet sur lequel il faut prendre le temps d'expliquer les choses. C'est pas évident de prendre des positions sur ce sujet. Je pense qu'il est important que le président se rende à Calais. Il sera important de voir ce qu'il va y faire, ce qui va s'échanger comme parole, et de voir comment est-ce que dans les semaines qui viennent, on aborde ce débat avec magique, apaisement. Il n'y a pas de magie, je crois, en politique. Il n'y a pas de magie, mais on a l'impression quand même si on ne connaît pas encore très bien le fond de la réforme, qui enflamme vraiment l'opinion, mais pas seulement les politiques, est-ce que c'est quand même pas une opération de déminage ? Vous savez, vous venez de le dire, on n'a pas encore le texte et déjà les opinions s'enflamment. Je pense que c'est intéressant, on est exactement là. C'est un sujet extrêmement lourd, asile, immigration, intégration. On l'avait dit pendant la campagne, il faudrait l'adresser, on est en train de l'adresser. Déminer, je ne sais pas, en tout cas, expliquer, préparer, écouter, oui, c'est indispensable. On est là sur une réforme de société qui est attendue par les Français. Il y a des éléments de sondage qui sont sortis hier, intéressants à lire, d'ailleurs sur le pouvoir d'achat, une des priorités, mais aussi la lutte contre l'immigration clandestine. Je pense que les Français l'attendent et que le président fait, aux côtés du gouvernement, ce qu'on avait décidé de faire. Emmanuel Macron va rencontrer des associations qui aident les migrants, mais certaines ont refusé de rencontrer le président de la République, dénonçant un alibi pour des projets déjà établis. Que leur répondez-vous ? Je crois que ça n'est pas vrai. Je crois, pour contribuer sur un certain nombre de sujets à la transformation en cours au niveau du Parlement, que les textes ne sont pas écrits. Je vous le dis d'autant plus que je suis à l'aise. On est aujourd'hui le 17 janvier, moi je suis parlementaire. Je n'ai pas le texte entre les mains. Le ministre de l'Intérieur vient la semaine prochaine nous le présenter en réunion de groupe, mardi prochain. Est-ce qu'il y aura des marges de manœuvre des parlementaires sur ce sujet, sur ce texte ? En tant que parlementaire, La République En Marche, on a des marges de manœuvre. Vous voyez, Aurélien Taché, qui est missionné sur le sujet en matière d'intégration, est un parlementaire qui, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, travaille avec d'autres parlementaires. Il porte aujourd'hui la vision d'un certain nombre de parlementaires, précise en matière d'intégration, quelles conditions, la langue, l'intégration sur le marché du travail. On est tous libres et on va pouvoir peut-être améliorer, enrichir ce texte. J'ai pas d'inquiétude. Sur l'ensemble des textes, on est quand même force de proposition. Vous dites que vous n'avez pas d'inquiétude, mais on se souvient tous encore de l'intervention de Sonia Crimi, qui, le 19 décembre dernier, avait quand même saisi le gouvernement sur la circulaire Collomb, qui fait quand même quelques craintes. Oui, elle s'est exprimée, je crois qu'elle s'est exprimée aussi le lendemain en disant que c'était pas tant une interpellation que une alerte. Enfin, attention, c'est un sujet auquel elle serait, en tant que parlementaire, attentive. Christophe Castaner s'est exprimé dessus récemment. Vous savez, ce qui change dans La République En Marche, c'est qu'on a le droit de se dire les choses. Et on se dit les choses en réunion de groupe. Et on se dit quand ça va pas. On délibère. Ce qui n'était pas forcément le cas les années passées dans d'autres bureaux politiques, où on délibérait plus aux quatre colonnes ou dans les médias, ou dans des tribunes, qu'au sein d'un groupe. On n'est pas des godillots, on n'a pas tous exactement la même vision du sujet. Par conséquent, on en délibère en ce moment même en groupe. On portera au sein de l'hémicycle la vision qu'on a, et certains, je pense, amenderont, et on verra comment le gouvernement réagit. Dans quel sens vous allez amender ce texte ? Parce que c'est vrai qu'il y a une partie de votre majorité qui veut aller vers une ligne peut-être plus humaniste, alors que les Français, vous le disiez dans un sondage hier, demandent eux plus de fermeté. Mais je crois qu'on trouvera une ligne, et il y a une ligne entre la fermeté, l'efficacité et aussi l'humanité. La chance du groupe La République En Marche, c'est qu'on est très variés dans nos origines. Et je pense qu'il y a des parlementaires qui, comme vous venez de le dire, amenderont sur le volet 1, c'est-à-dire comment mieux intégrer, comment améliorer par exemple la maîtrise de la langue française. Aurélien Taché fait des propositions très concrètes.
doubler le nombre d'heures, par exemple, pour permettre une vraie intégration. La langue est le corollaire de l'intégration, ça paraît basique, mais c'est fondamental. Nous ferons des propositions. Et après, il y a d'autres parlementaires, peut-être d'autres commissions, la commission des lois ou autres, qui seront plus précis sur un certain nombre de sujets techniques, peut-être comme la notion de rétention administrative. Chacun a un rôle à jouer dans le texte. En tout cas, moi, aujourd'hui, avant que le ministre de l'Intérieur soit venu en réunion de groupe nous l'expliquer, je ne sens pas, et nous sommes en séminaire, donc on en parle, je ne sens pas de clash, de tiraillement. On exprime nos avis, chacun est vigilant, c'est pas pour autant que ça va Alors, vous dites justement que vous parlez du séminaire qui a lieu depuis hier et qui se poursuit aujourd'hui. Oui. On remet un peu les choses tous ensemble, mais quand même, vous insistez bien sur le fait qu'il n'y a pas de tiraillement. Pourtant, on entend un peu le vague à l'âme de certains députés et certains même évoquent la création d'un autre groupe au sein de La République En Marche. Ça veut dire que vous ne craignez pas une véritable fronde au sein de ce groupe ? Alors, je ne crains pas de fronde. Je pense que quand on est plus de 300, ça n'est pas la même chose que quand on est 100. Je pense qu'on a tous des origines et des parcours, on vient d'horizons politiques ou citoyens totalement différents. Il y en a qui étaient engagés, il y en a d'autres qui étaient dans la vie associative. Je trouve ça, mais ça tombe sous le sceau de l'évidence que chacun ait des origines et donc des expressions. Brigitte Bourguignon, pour ne pas la citer, la présidente de la Commission des Affaires sociales, qui a lancé ce groupe de réflexion plutôt sociale sur la jambe gauche, fameuse jambe gauche. Moi, je trouve que c'est bien que les sensibilités s'expriment, si tant est qu'elles soient dans le cadre et du programme et de la ligne de La République En Marche. Juste pour finir sur ce texte, une voix ne manquera à Emmanuel Macron au final sur cette loi. Asile et immigration. Vous savez, je suis pas alors j'aime pas la magie, je suis pas rigolote, et en plus je n'aime pas la cartomancie. Donc je ne sais pas, je peux pas vous dire aujourd'hui s'il manquera une voix sur les 312 hors modem. Mais vous ne l'écartez pas. Une voix, je n'écarte rien. En revanche, je pense que nous trouverons un consensus et que la loi passera et que, notamment Gérard Collomb, fait tout ce qu'il faut en matière de pédagogie pour expliquer sa position. C'est Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris, qui est l'invitée de Territoire d'Info. Ce matin, face à la presse quotidienne régionale et à Public Sénat, redéfinir le mode de l'entreprise. Bruno Le Maire a lancé hier une consultation publique en ligne sur son plan d'action sur la croissance et la transformation des entreprises, baptisé Le Pacte. Quel est l'objectif de cette consultation ? Alors, c'est une consultation qui a démarré au mois d'octobre. 6 binômes, pour aller vite, parlementaires et sénateurs, ont été mobilisés sur 6 axes fondamentaux de l'entreprise. Pour ma part, je travaillais sur le cycle de vie, création, croissance, transmission et rebond. Nous avons formulé un certain nombre de propositions qu'on a présentées au ministre au ministre au pluriel, puisqu'il y avait aussi la ministre du budget. Nous avons présenté pas moins de 980 propositions sur ces thèmes, après plus de 600 rencontres avec des institutions, une quarantaine d'organisations qui ont été reçues, une méthode très particulière avec le Bercy Lab, c'est-à-dire qu'on a ouvert les portes de Bercy au 4e étage, et c'est notre étage, nous les parlementaires, on a passé le mois de novembre, le mois de décembre, et ça j'en témoigne, à Bercy pour écouter des entrepreneurs et faire remonter du terrain des bonnes idées qui vont pour certaines rejoindre le terrain réglementaire de la loi et d'autres qui relèvent plus de l'audace et du bon sens, très opérationnel. Ce que je veux dire par là, c'est que le texte sera pour partie de la loi et pour partie hors réglementaire. L'objectif, c'est quoi ? On a des chances, on a aussi des défauts et on a des faiblesses sur nos entreprises. On crée beaucoup d'entreprises en France, 550 000 par an. Néanmoins, on a 2 difficultés, les faire grandir, les faire grossir, que nos TPE deviennent des PME, que les PME deviennent des ETI. Et on a du mal aussi à faire des entreprises des vrais créateurs d'emplois. Vous voyez, il y a un chiffre que je voulais partager avec vous hier, qui a été publié. 10% des créateurs d'entreprises fixent la création d'emplois comme leur priorité absolue. C'est assez faible. On a beaucoup d'entreprises qui se créent, mais trop peu qui créent des emplois. Comment on améliore ça ? En matière de simplification, mais aussi sur des sujets plus épineux, comme les seuils ou comme la participation salariale qu'on va adresser. Alors justement, la participation salariale, justement, l'un des grands volets de cette loi PAC, c'est aussi la création de cette plateforme pour consulter les citoyens. Est-ce que ça répond à un besoin de démocratie qui a été relayé par un dernier sondage et qui a été aussi relayé par François de Rugy, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant ses vœux en début de semaine, a parlé justement du droit de pétition, c'est-à-dire que vous écoutez les citoyens pour nourrir votre politique ? Oui, et vous savez, moi j'adore la politique, ça fait une dizaine d'années que je l'observe. C'est Jean-François Copé, dans les années 2008, qui parlait de coproduction législative. Moi je trouvais ça très intéressant, mais c'est un peu comme les frites McCain. Ça fait 10 ans qu'on nous en parle, mais c'est ceux qui en parlent le plus qui en font souvent le moins. Donc là, ce que je trouvais assez génial dans la méthode portée par le ministre de l'économie, c'est que Bruno Le Maire nous a dit, voilà, la feuille est blanche. Donc vous avez 1 mois et demi, 6 semaines. Travaillez, faites-nous des propositions. C'est ce qu'on a fait.
On n'a eu aucune censure. On a eu le droit de tout proposer. Vous savez, quand moi je suis arrivé dans le bureau du ministre et que je lui ai dit il y a le sujet des seuils qui revient à chaque réunion, c'est pas un petit sujet, les seuils. Ça touche à la fois l'économie, mais aussi le droit du travail. Le ministère du Travail, c'est un sujet interministériel. C'est un peu un serpent de mer qui revient depuis longtemps, mais c'est une réalité. Tous les entrepreneurs en parlent sur le terrain. En province, où on s'est beaucoup déplacé, j'ai fait beaucoup de déplacements avec le ministre et la binôme, pas qu'à Paris, c'était l'objet aussi. Et pour vous répondre, oui, ça répond à une chose qui est que je crois que les Français, et je vais prendre un parallèle, on parle des entrepreneurs, je vais parler des handicapés, qui est un de mes deuxièmes sujets de prédilection. Vous savez, les entrepreneurs en ont marre qu'on fasse la loi à leur place. Voilà. Les handicapés, c'est pareil. On en a marre, quand on est une personne handicapée, que les gens dans les bureaux et les technos, comme on dit, fassent des lois qui ne sont pas celles dont les gens ont besoin. Ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'est faites-nous remonter, faites le tour de France, et nous allons ensuite voir ce qu'il est possible de faire. Donc en termes de méthode, je suis très clair là-dessus. Rendez-vous sur pact-entreprise.gouv.fr au pluriel, voilà, parce que vos propositions seront retenues et atterriront sur le bureau du ministre. On a compris sur la méthode, sur le fond de cette loi. Est-ce qu'il va falloir redéfinir le rôle d'une entreprise? Est-ce que désormais l'objectif d'une entreprise, ce ne sera plus uniquement de faire des bénéfices? Alors, vous mentionnez là quelque chose qui est assez français dans la façon de prendre les débats. C'est un sujet un peu polémique qui enfle là depuis un mois et demi, le fameux la réécriture du Code civil et des 2 articles du Code civil. Étant historienne d'origine, je suis ravie du débat. Je trouve que c'est intéressant, 2 siècles après, de se poser la question. Est-ce que c'est aujourd'hui ce qui empêche nos entreprises de croître, de créer des emplois et de se développer? Je ne suis pas sûr. Donc c'est un sujet important, c'est un sujet qui est en train d'être adressé. Il y a une mission co-portée notamment par Nicole Notat, qui connaît quand même bien ces sujets. Attendons de voir ce qu'il présente comme proposition. Moi, je serais vigilante à une chose, c'est un débat important, c'est un débat un peu conceptuel. C'est pas ce qui empêche nos entreprises d'exporter, de croître et de créer des emplois. Donc je veux vraiment qu'on se concentre sur l'opérationnel. Juste Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a fait plusieurs propositions pour que cette loi serve aussi à partager la richesse, mais aussi le pouvoir dans les entreprises. Est-ce que ces propositions vont être entendues ? Elles sont entendues et elles sont assez intéressantes. La notion du partage de la valeur, que ce soit en matière de gouvernance comme en matière de rétribution et de rémunération, est un sujet important. Pour nous, on a aujourd'hui une faille, notamment dans les petites entreprises de moins de 50. Pourquoi les entreprises de 11 à 49 salariés ne peuvent pas déployer d'épargne salariale, de participation? Pourquoi on a toujours des taux assez élevés pour permettre aux entrepreneurs de libérer des actions gratuites auprès des salariés? Vous savez, la meilleure façon de mobiliser les salariés, c'est de partager les fruits de la croissance. Force est de constater que je pense qu'on peut faire mieux. Alors justement, partager les fruits de la croissance, justement, il y a une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques qui a été publiée hier et qui met un coup de canif un petit peu à cette présidence du pouvoir d'achat, puisqu'il semblerait que 5% des Français les plus modestes, au moins en début de quinquennat, vont voir leur niveau de vie reculer de 0,6%. Alors ça n'a pas l'air énorme, mais c'est quand même 60 € par ménage, alors qu'au même moment, il y a 5% des gens les plus riches qui, eux, vont augmenter de 1,6% du pouvoir d'achat, soit 1 730 €. Est-ce que ça ne valide pas le fait que finalement, Emmanuel Macron est le président des riches ? Non, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit ce que vous dites, je ne vais donc pas le répéter. Je me réfère chacun à ses études. Au mois de novembre, c'était les Échos qui sortaient une étude très intéressante avec les déciles et qui expliquait que les déciles les plus modestes seraient les plus aidés. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que toutes nos mesures en matière de pouvoir d'achat vont démarrer dès le 31 janvier sur les fiches de paye, donc on n'est pas dans des discours, on est dans le concret. Ce que je vois aussi, c'est que dès avril, les minima sociaux vont augmenter. Et ce que je vois aussi, c'est que les Français attendent une chose dans les 6-9 mois qui viennent, c'est plus de pouvoir d'achat. Notre challenge, notre obligation, elle est là. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que les classes moyennes, les classes actives, on veut faire en sorte que le travail paye mieux. Ce qu'on appelle une classe moyenne, c'est jusqu'à 2500, 3000 € par mois. Et en l'occurrence, vous pouvez prendre sur tous les sujets, la taxe d'habitation, les charges salariales, jusqu'à 2500 € par mois. Les Français qui sont sur ces niveaux-là vont voir leur pouvoir d'achat augmenter. Olivier Grégoire. Deux thèmes d'actualité pour terminer, Olivier Grégoire. Notre-Dame-des-Landes, un dossier sur lequel le président est très attendu. Cet aéroport verra-t-il le jour ? En vous écoutant, je me demandais sur quel sujet le président n'était pas attendu. Mais 40 ans, Benjamin Griveaux l'a rappelé, 40 ans, sans mauvaise blague, je n'étais pas né, que le débat était déjà dans l'espace public. Je pense qu'il est temps de le clore. Je pense que la décision va être annoncée. Pour ma part, en tant qu'élu de Paris, c'est pas ma préoccupation permanente. L'ensemble des parlementaires concernés ont été reçus, ont beaucoup travaillé avec le Premier ministre.
Je ne peux pas déflorer la position qui va être annoncée, je ne la connais pas, mais je pense ce sera la bonne décision. Le problème qui se pose est celui de l'évacuation de la ZAD. Le gouvernement s'était engagé à évacuer cette ZAD. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a dit il y a quelques minutes, la ZAD sera évacuée des éléments les plus radicaux. Elle ne sera pas évacuée en totalité, cette ZAD ? C'est une bonne question. Je pense même qu'elle sera peut-être posée en question d'actualité au gouvernement cet après-midi ou demain. Si elle ne l'est pas, c'est un appel, parce que je pense qu'elle est bonne. Vous l'avez dit, ça vient de tomber, la dépêche vient de tomber. Il faut, et Gérard Collomb le fera, et j'ai pas de doute que le président le fera aussi dans sa visite à Calais, il faut éclaircir le sujet. Donc ça veut dire que cette évacuation risque de donner lieu à certains débordements ? On est très vigilant, on sait que les esprits sont échauffés, que le sujet est tendu. Donc oui, c'est un sujet qu'on prend avec beaucoup de vigilance et on sait qu'il peut y avoir des débordements. Olivier Grégoire, dans l'affaire des prisons, Nicole Belloubet est en visite ce matin dans la prison de Vendin-le-Vieil, où un détenu islamique a agressé des surveillants jeudi dernier. Est-ce que le gouvernement a tardé à agir ? Je crois pas. Je vais citer par exemple ma collègue Yaël Braun-Pivet de la commission des lois. Je crois que c'était en novembre ou en décembre, des dizaines de parlementaires sont déplacés d'eux-mêmes. C'est notre rôle aussi d'aller contrôler, évaluer. Ils sont allés dans les prisons, notamment en région parisienne. La surpopulation a fait l'objet de prises de parole fortes de parlementaires La République En Marche. On a alerté, on a estimé à plusieurs parlementaires que la situation était intenable. Il faut plus de moyens financiers. Il faut plus de moyens, il faut plus de places. Je vous rappelle qu'on avait promis dans le programme plusieurs milliers de places supplémentaires. Il y a des restrictions budgétaires et qu'on est quand même dans un budget ça, c'est l'allocation des ressources. Donc ça fait partie... Non, mais votre question est très juste. Il faut savoir mettre les moyens là où ils sont nécessaires. Les prisons en matière d'immobilier, c'est un vrai sujet. Le président l'a dit hier. D'ici à la fin février 2018, il y aura un rapport sur son bureau. Il faut qu'on prenne des positions. On parle d'inhumanité sur les migrants. Je suis désolé, il y a des situations aujourd'hui où c'est inhumain dans les prisons françaises et ça n'est pas possible de continuer comme ça. Merci Olivier Grégoire, député La République En Marche de Paris. Merci de votre invitation. Merci Zoé Cadio, merci Oriane Mancini. On passe au débrief de vos propos et de l'actualité avec Yves Tréhard et Denis Jambard dans un instant. Voilà, Olivia Grégoire, député La République En Marche de Paris, quitte ce plateau comme vous le voyez derrière moi et font leurs entrées. Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin. Bonjour Denis. Bonjour tout le monde. Et Yves Tréhard. Bonjour tout le monde, bonjour Cyril. Bonjour Yves, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On démarre tout de suite avec Emmanuel Macron qui est en déplacement aujourd'hui à Calais. C'est un déplacement symbolique où les élus et les associations ils en attendent beaucoup en tout cas, Denis Jambard. Est-ce que c'est une visite magique? Est-ce que c'est une opération de déminage? On a posé la question il y a un instant à Olivier Grégoire. Bon, je crois qu'il n'y a pas de magie en politique, donc ça ne peut pas être une visite magique. C'est une visite, à mon avis, nécessaire compte tenu du débat que Emmanuel Macron a ouvert sur la question de l'immigration et surtout 48 heures avant, je crois, sa rencontre avant un sommet avec les Anglais sur la question de l'immigration. Je crois qu'en effet, de toute façon, il faut éviter ces concentrations auxquelles on a assisté, contre lesquelles d'ailleurs les différents gouvernements se sont battus à Calais. C'est en effet un déshonneur absolu pour le pays que de voir ça. Après, la question de fond, c'est de savoir si la nouvelle loi apportera les bonnes réponses aux problèmes soulevés, à ce problème migratoire. Mais là aussi, Emmanuel Macron a expliqué qu'il fallait d'abord régler le problème dans les pays eux-mêmes, c'est-à-dire éviter au départ ces migrations. C'est le fond de la question. Déjà, Charles Pasqua l'évoquait il y a 30 ans, il faut bien dire. Avec des charters. À propos de Calais, Yves Tréhard... Non, pas simplement avec la charter, avec la nécessité d'investir sur place pour que, en effet, les migrations soient ralenties. Mais il n'y a pas de baguette magique, si vous voulez, mais c'est un sujet qui est extrêmement difficile à régler. C'est pas un sujet qui enflamme l'opinion. Non, ça enflamme qui? Ça enflamme ceux qui sont opposés, c'est qui? C'est le tout Paris, les belles âmes, les beaux esprits. Mais la majorité des Français, ce qu'ils veulent, c'est régler le problème des immigrés. Et alors, on vous parle d'humanité et tout. C'est humain de laisser des milliers, parfois des centaines de milliers de personnes s'entasser sur des trottoirs, être sur des côtes, sur nos côtes. Non. Donc, il faut régler ce problème-là. Je vais vous dire que si vous faites un sondage et si vous interrogez les Français, ce que veulent les Français, c'est que ça cesse. Hein, et alors après, vous avez les beaux esprits de gauche et tout ça. La solution, elle n'existe pas.
La solution, elle est multiple. La première solution, c'est effectivement d'aller voir les pays et de passer des accords. Ce qu'on fait d'ailleurs, vous savez qu'il y a un ambassadeur itinérant actuellement qui va passer des accords avec les pays de départ parce que il faut des accords pour que ceux qu'on renvoie dans leur pays soient admis chez eux. Ce qui est loin d'être évident parce que, par exemple, vous prenez le Mali. Je vais vous donner un exemple. 2016, au Mali, combien de ressortissants maliens ont été repris par leur pays? À votre avis? 3. 3 sur un nombre. Combien sont arrivés? Et ici sont arrivés des milliers, bien sûr. Donc c'est un problème majeur. Denis, un mot sur l'Angleterre aussi, qui a un rôle à jouer important là-dessus. Il y a des consultations avec les Britanniques, la frontière est chez nous. Qu'est-ce qu'on peut imposer aux Britanniques aujourd'hui? Simplement, c'est l'une des raisons du vote du Brexit. Il faut quand même le rappeler. Si les Anglais ont voté le Brexit, c'est qu'ils voulaient arrêter cette immigration. C'est pas sur les migrants hors européens. Non, mais bien sûr. Beaucoup des migrants européens. Oui, mais bien sûr, c'est les Polonais, etc. Voilà, le fameux plombier on peut obtenir quelque chose des Anglais. Non, mais c'est vrai que ça a été un problème qu'on essaie de régler depuis des années et des années. Alors, est-ce qu'on pourra le régler? Et c'est vrai que la frontière, elle est chez nous et qu'on voudrait qu'elle soit d'abord chez eux. Un mot sur ce que vient de dire Yves. Moi, je pense qu'en effet, les Français ont une préoccupation sur l'immigration, mais je voudrais pas qu'on fasse croire qu'ils sont contre l'immigration, parce que c'est aussi une richesse pour le pays. Ils sont contre n'importe quelle immigration, et c'est-à-dire cette impossibilité pour notre économie et notre pays à absorber la vague énorme. Voilà. Donc le fait qu'on ne contrôle pas notre immigration, c'est ça le problème. Il est là le sujet. C'est que... Oui, mais comment la contrôler avec une Europe qui ne contrôle pas grand-chose? Évidemment, bien sûr. Et il faut sans doute revoir d'ailleurs de ce point de vue. Bon, vous avez parlé des accords du Touquet, ça c'est avec l'Angleterre. L'Angleterre n'est pas dans Schengen, mais il faut revoir aussi les accords de Schengen, très probablement. Tout à fait autre chose. Redéfinir le rôle de l'entreprise. C'est Bruno Le Maire qui a lancé hier une consultation publique en ligne sur son plan d'action sur la croissance et la transformation des entreprises, baptisé le Pacte. C'est nécessaire pourquoi, Denis Jambard? C'est pour la perception qu'ont les Français de l'entreprise aussi que ça compte? Je ne sais pas trop ce qu'ils recherchent à travers une loi qui me semble être un peu un fourre-tout. Le simple constat qu'il faut faire, c'est qu'on a un appareil industriel qui ne se renouvelle mal et qu'on n'a pas des produits assez compétitifs. La question de fond, c'est comment on rétablit la compétitivité qualitative de nos produits. C'est pas simplement une question de coût, c'est une question de qualité. Et comment les entreprises peuvent créer des emplois aussi, plus? C'était la préoccupation d'Olivia Grégoire ce matin. Non, mais le problème, c'est que vous avez très peu d'emplois. On crée beaucoup d'entreprises. Elle l'a dit, Olivia Grégoire. Oui, sur les 550 000, ce sont des mono-entreprises. Très peu qui passent les 5 ans. Vous avez très peu qui arrivent à passer au-delà de 50 000. Beaucoup se créent, peu subsistent. Voilà, première chose. Deuxième chose, elles ne créent pas d'emplois. La plupart d'entre eux, parce que ce sont 1 ou 2 emplois, pas plus. Parce que ce sont des entreprises, si vous voulez, qui ne sont pas des entreprises de production, ce sont des entreprises de services, la plupart d'entre eux. Mais les autres réussissent mieux. Les autres pays européens. Olivia Grégoire disait quelque chose. Les autres pays européens font, c'est tout à fait différent, si vous voulez. Les pays européens, la plupart des pays européens qui sont des pays exportateurs, sont des pays qui ont des modèles industriels. Nous n'avons plus de modèles industriels. Non, et ce que je voulais dire, c'est que je trouve que Olivia Grégoire disait quelque chose de très sûr, de très juste, et qu'on n'a pas vraiment expérimenté. Faire sauter les seuils. Je vous assure, quand vous avez 9 salariés, que vous voulez passer à 12, il y a ce seuil des 10, on ne le franchit pas pour pas avoir des ennuis. Quand vous en avez 49, eh bien voilà, débloquer ces seuils, en tout cas ça vaudrait la peine d'essayer pour voir. Débloquer les seuils sociaux permettrait à mon avis de débloquer la machine à recruter. On termine avec Notre-Dame-des-Landes, Yves Tréhard, Denis Jambard. Déclaration du ministre de l'Intérieur avec une dépêche AFP tout à l'heure indiquant qu'on allait évacuer les éléments les plus violents. Ça veut dire qu'on ne va pas évacuer tout le monde, ça? Bah si, ça veut dire qu'on va évacuer tout le monde. Mais vous savez, vous avez des agriculteurs locaux qui sont contre la construction de l'aéroport. Eux, ce sont des autochtones, si je puis dire, vous n'allez pas les toucher. Donc, ce qui est sûr, et tout le monde à peu près a l'air d'accord là-dessus, c'est qu'il faut évacuer la zone d'occupation et que même la droite, je crois, locale, et la droite nationale, pousse à ça, et même la gauche. J'entendais hier des membres du Parti socialiste qui disaient il faut absolument que la ZAD soit évacuée. Donc je pense que, de ce point de vue, le gouvernement sera soutenu. Tout simplement parce que qu'est-ce qui est en jeu dans cette affaire-là? Au-delà de la question de l'aéroport, c'est l'autorité de l'État.
Si on n'arrive pas à évacuer cette zone, si on n'arrive pas à évacuer ces zadistes, on peut être sûr que ça recommencera ailleurs et que ça va se multiplier. Là, il y a une question fondamentale d'autorité de l'État, et c'est plus une question de droite ou de gauche, c'est une question d'image de la puissance publique. Il joue quoi? Une partie de l'image de son quinquennat, Emmanuel Macron? Ah oui, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça dérape. Si ça dérape, effectivement, ça sera difficile, enfin ça sera... ça va écorner l'image, si vous voulez, à peu près paisible qu'il a cultivé depuis le début, parce que c'est vrai qu'il ne s'est pas passé d'événements violents depuis que... Oui, en même temps, il faut que ça réussisse, parce que c'est un homme qui a essayé d'imposer son autorité, un pouvoir fort. Donc il ne peut pas caler dans cette affaire-là. Mais il ne faut pas qu'il y ait de violence, ça c'est sûr, ça écornerait considérablement son image. Un mot sur La République En Marche, Olivia Grégoire, cette députée, cette femme, très active. Il y en a beaucoup comme ça à l'Assemblée nationale? Il y en a beaucoup plus que par le passé. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement ces gens qui ont une connaissance de la vie active, qui ont déjà travaillé dans d'autres secteurs que de la politique. Qui vont voir les ministres en leur disant « on veut traiter ça ». Et c'est plutôt assez rafraîchissant. Oui, je partage ce point de vue, et ça n'a pas toujours bien marché, mais c'est vrai que quand on l'écoute, on se dit qu'il y a parfois un grand bénéfice à avoir des représentants de la société civile dans la vie politique. Pas Godillot, en tout cas. Non, pas Godillot, et puis parlant de choses qu'elle connaît. Merci, le duo magique. Yves Tréhard, Denis Jeanbart. On vous retrouve évidemment mardi prochain. On va passer au Zap Monde. C'est un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité du monde avec notre partenaire TV5 Monde. On le regarde ensemble. Israël et Donald Trump, ce sont les deux sujets qui concentrent l'attention à l'ouverture du Conseil central palestinien à Ramallah. Dans un discours enflammé, le président palestinien Mahmoud Abbas affirme qu'Israël, en implantant des colonies en Cisjordanie, a rompu de facto les accords d'Oslo. Je dis qu'il n'y a plus d'Oslo. Israël a mis fin à Oslo. Ils y ont mis fin. Donc Oslo fait partie des décisions que nous devons prendre. Qu'allons-nous faire ? L'autre raison de cette colère, c'est Donald Trump et la médiation qu'il offre aux deux États. Nous disons à Trump que nous n'accepterons pas son projet. L'affaire du siècle s'est transformée en claque du siècle. Ce lundi, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui sonne l'alarme. Selon elle, Kinshasa, la capitale congolaise, est gravement menacée par l'épidémie de choléra. L'OMS affirme avoir livré 11 tonnes de médicaments aux autorités. Avec les inondations, donc les risques de la propagation de cette épidémie est très haut. Quant au directeur de cabinet du ministre congolais de la Santé, il donne des chiffres inquiétants. On a eu 531 cas avec autour de 32 décès, donc une forte mortalité. Les opérations se font devant les caméras, pour impressionner l'ennemi ou rassurer les citoyens peut-être. 300 militaires environ envoyés au nord de la ville de Béni, vraisemblablement ravis d'en découdre. L'armée congolaise a lancé ce samedi une nouvelle opération pour, assure-t-elle, faire taire les forces démocratiques alliées, ces rebelles ougandais qui sévissent dans le Nord Kivu. Vous comprendrez que cette fois-ci, c'est pour nous la dernière. Nous allons nous battre jusqu'au dernier sacrifice, donc le sacrifice suprême. Cela pourrait être un épisode de plus de la crise au Venezuela s'il ne concernait cet homme, Oscar Pérez, que l'on voit ici le visage en sang sur une des vidéos qu'il a postées ce lundi. À ce moment-là, dans le nord-ouest de Caracas, où une petite trentaine de manifestants anti-Maduro sont venus le soutenir, cet ex-policier est retranché depuis l'aube avec ses hommes dans une cachette encerclée par la police qui vient de lancer une vaste opération armée pour les neutraliser. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, bonne journée et à demain.